Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Les 91 députés élus le 20 décembre dernier feront leur entrée au Parlement dans quelques jours. Une rentrée solennelle qui permettra probablement aux Togolais d'avoir une idée plus précise de ce que sera cette nouvelle législature. Mais en attendant, il demeure une certaine incertitude et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Comment envisager l'animation de la vie politique en 2019 avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Et pour en parler avec moi dans ce studio, nous avons justement l'un de ces nouveaux députés en la personne de Jerry Tama, président du NET, député élu dans l'Est Mono. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Antoine Afanou. Comment envisager l'animation de la vie politique en 2019 avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? C'est le thème du jour. Alors Jerry Tama, avez-vous le sentiment d'y être parvenu? Votre premier mandat électif, si on ne se trompe pas, vous êtes aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Quel sentiment est-ce que cela vous procure? D'abord, si vous me permettez, c'est la première émission sur votre antenne depuis la nouvelle année. Si vous me permettez de présenter à vos fidèles et fidèles auditeurs et aux fidèles auditrices mes meilleurs vœux de nouvel an. Pour moi, la santé n'a pas de prix, donc de santé, de paix intérieure comme extérieure et de prospérité, si Dieu le permet. Ceci dit, oui, on peut à la limite avoir un sentiment de devoir accompli, parce que depuis le 27 juillet 2017, l'un des objectifs de notre parti était de devenir un parti parlementaire après avoir fait la tentative de 2013. Donc on peut se dire quand même que c'est une étape de franchie, mais vous savez que l'objectif absolu d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir présidentiel, exécutif, et on ne peut pas, pour un parti politique, se gargariser d'une certaine victoire si vous rentrez à l'Assemblée nationale et avec un nombre qui ne vous permet pas encore d'être majoritaire et de peser de façon très importante sur les décisions, mais il n'en reste pas moins que pour un parti qui n'a que 6 ans d'existence, on peut tirer quand même une certaine fierté à être devenu un parti parlementaire là où, sans comparaison aucune, des formations politiques qui ont parfois plus d'existence que nous n'ont pas encore réussi à envoyer certains de leurs. Vous avez loupé le poste de chef de file de l'opposition. Bon, écoutez, en dehors des peut-être, on va dire, on était beaucoup plus dans la série de boutades. Pour moi, je ne pense pas que le statut de chef de file de l'opposition n'a pas de sens si ce titre-là ne permet pas de peser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, l'opposition togolaise est divisée. Complètement, parfois même, je regrette même que les ponts qui auraient dû exister sont pratiquement rompus. C'est-à-dire entre les partis de la coalition et les autres. Et les autres, voilà. Et c'est assez regrettable. Donc je crois que pour être le chef de file de l'opposition, il faut réellement être le chef de file de l'ensemble de l'opposition. Nous avons toujours dit ça ainsi. Et puis non, moi je pense que ce qui est le plus important, on en parlera tout à l'heure, c'est ce que l'opposition qui est aujourd'hui parlementaire, c'est-à-dire que les partis qui se réclament de l'opposition, qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, et qui seront, selon l'article numéro 2 de la loi portant statut de l'opposition, qui vont écrire au bureau de l'Assemblée pour dire nous sommes un parti de l'opposition. Donc cette opposition parlementaire-là, c'est ce qu'elle fera à l'Assemblée. Je pense que c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore en début d'année et les Togolais pourraient s'interroger en ce qui concerne ce que sera la physionomie de cette année sur le plan politique. Est-ce que vous en avez une idée plus ou moins précise? Non, je pense que et ça se dessine dès ce mois de janvier. Demain, oui, dès janvier, il y aura ce qu'on appelle la session parlementaire de plein droit qui va mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale demain mardi. Donc ça, c'est l'une des facettes de la vie politique qui est parlementaire.
et c'est la vie même politique par excellence dans tous les pays qui ont choisi la démocratie comme système politique. C'est bien entendu le système, le débat parlementaire. Et ensuite, vous savez que le 12, il y a un appel à manifester. Et donc, il y aura la vie politique sera sans aucun doute aussi ponctuée de manifestations de la C14 principalement, ou éventuellement de ce mouvement citoyen qui est en gestation, j'en sais rien du tout. Mais je pense qu'on aura une vie politique ponctuée par ces deux éléments, le débat parlementaire, sur des questions. La première, je pense, qui sera la plus cruciale, c'est la réforme constitutionnelle qui n'a pas été opérée par l'ancienne législature. Et puis, bien entendu, sans aucun doute, des manifestations. Je ne vois pas autre chose que ces deux mouvements-là qui auront lieu dans cette année de 2019. Est-ce que 2019 ressemblera à 2018 si déjà de nouvelles manifestations sont annoncées? Non, je pense que quand vous prenez même 2018, vous allez vous rendre compte que au-delà des apparences, il y a plus eu de manifestations ni gigantesques, ni à problème, en dehors on peut dire du drame du 17 novembre où on a risqué des morts lors des manifestations à Tobrikop et à Sokodé. Nous n'avons plus eu de manifestations violentes. Nous n'avons pas eu ce que nous avons eu surtout en 2017, des manifestations gigantesques comme on a pu les observer. Et donc je crois que 2018-19 d'abord ne ressemblera pas à 2018, et sur le fond 2018 n'a pas été comme 2017 où réellement à l'époque quand vous disiez par exemple qu'il y avait des manifestations à Lomé, vous sentiez qu'il y avait des manifestations à Lomé, vous sentiez, de par l'animation d'avoir les manifestations. Vous avez l'impression clairement qu'il y a un élan perdu? Oui, bien sûr, il y a un élan perdu. Aujourd'hui, bien malin, celui qui refusera de reconnaître que le gigantisme des manifestations de 2017 n'a pas été dilué dans sans ce que nous avons appelé le dialogue de 2018. Le gigantisme des manifestations de 2017 a perdu de son élan en 2018, et je crois que le perdra davantage. Mais bon, maintenant après je suis pas un devin, je n'ai pas une boule de cristal et je ne peux pas savoir ce qui se passera. Mais je pense que aujourd'hui, quand vous prenez même les mots d'ordre, parce que en réalité là, vous constatez que il y a une, je ne vais pas parler de résignation, mais sur les élections législatives, aujourd'hui, quand vous écoutez nos camarades de la C14, on dit qu'il y a une nouvelle phase. Ça veut dire qu'on considère que cette phase est finie, et il faut rentrer dans une nouvelle phase. Et quand vous écoutez aussi les nouveaux mots d'ordre, la question maintenant, c'est que c'est capture demi-fin, il faut pas que... enfin, voilà. Donc, ça veut dire que les mots d'ordre ont changé, et donc à partir de là, le mode opérateur aussi va changer. Maintenant, au sein de l'Assemblée même, vous avez eu à prendre un certain nombre d'engagements durant votre campagne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces promesses? Écoutez, vous savez... le rôle d'un député, c'est de faire le contrôle de l'action gouvernementale, de légiférer et de faire du lobbying. Légiférer, il faut avoir la majorité pour les lois ordinaires et organiques, et puis une majorité qualifiée pour éventuellement les lois constitutionnelles en ce qui concerne surtout la révision constitutionnelle. L'ancienne Assemblée, l'opposition parlementaire n'avait pas la majorité, et l'actuelle opposition n'a pas la majorité. Donc, que ce soit 12 sur 91 ou 29 sur 91, c'est de toute façon la même chose, que quand on n'a pas la majorité, on n'a pas la majorité. Maintenant, après, c'est, à mon sens, la stratégie de discussion qui peut changer les choses. Parce que, en réalité, moi, je vais vous donner l'exemple d'une assemblée en Afrique du Sud où un député réussissait toujours à faire passer ses propositions, parce que avant de soumettre une proposition, il s'assurait que tout le monde était de son avis, et puis en ce moment-là, c'est pour ça que je vous parle du lobbying. En ce moment, la plupart des textes passaient. Donc je crois que on ne peut pas faire pire que la législature passée, parce que la législature passée, c'est 117 lois, et sur les 117 lois, c'est 117 projets de loi gouvernementaux. Il y a eu 0 proposition de loi, et donc on ne peut pas faire pire. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, on n'a pas besoin d'être plus nombreux
pour interpeller un ministre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire régulièrement. Pour le lobby, c'est-à-dire que pour la capacité du député ou d'un groupe parlementaire de pouvoir protester, contester, mettre en lumière des projets, des propositions, des difficultés qu'il y a dans le pays, je pense que, enfin, on le verra à l'usage, je pense qu'on peut faire mieux. Maintenant, en ce qui concerne la majorité, nous ne l'avons pas, mais nous croyons que en étant de façon moins heurtée, mais plus incisif, nous pouvons faire avancer les choses. On verra si dans les mois à venir, d'abord la réforme constitutionnelle, qui a été plus ou moins... Parce que vous savez, il faut aussi dire aux Togolais que la proposition qui a été adoptée par la commission de loi de l'Assemblée nationale passée a pris en compte quasiment les 95% des propositions de l'expert dont on parle. Et nous pensons que nous essayerons bien entendu de proposer, parce que le net a un parti de proposition, de proposer une amélioration de ce texte-là, mais à défaut, nous défendons ce texte pour qu'il passe, parce qu'il est temps quand même qu'on évacue cette histoire de révision constitutionnelle et qu'on passe à autre chose. Donc nous pensons qu'on peut faire mieux, parce qu'on ne peut pas faire pire, tout simplement. Alors, ce texte, il limite le mandat présidentiel à une fois, à deux fois 5 ans en cas de réélection après le premier mandat. Donc, pour vous, l'enjeu est clair. Il n'y a pas à s'interroger après sur l'entrée en vigueur ou non du texte. Ce ne sera pas un sujet de débat, à votre avis, au Parlement? Nous avons toujours dit que poser la question, parce que là, il faut aussi avoir le courage de dire les choses crûment, poser la question de la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé en 2020 est un faux problème. Donc ce n'est pas un débat que vous chercherez à mener au Parlement. D'abord, c'est qu'on a essayé de mettre ce débat-là, ça n'a jamais marché. Si on avait adopté la réforme telle qu'elle est, parce qu'elle n'est pas différente de ce qui était proposé en 2014. Si on l'avait adopté telle qu'elle est aujourd'hui, mais en réalité, c'est que M. Faure Gnassingbé aurait potentiellement que 2 mandats encore à faire, qu'un mandat encore à faire après celui-là. Potentiellement. On a chipoté. Et on se retrouve. Ça a été le point de blocage pratiquement à toutes les tentatives. À toutes les tentatives. Aujourd'hui, nous pensons, et nous l'avons toujours dit, même avant d'entrer à l'Assemblée, que le problème de l'opposition, c'est d'être en mesure de battre le candidat de UNIR, quel qu'il soit, en 2020. Point. Qui s'appelle Faure Gnassingbé, qui s'appelle Gilbert Bahora, qui s'appelle Madame Dogbe, qui s'appelle, j'en sais rien, Christophe Chao. L'essentiel, c'est que les forces démocratiques de l'opposition doivent s'organiser, surtout par le biais du mécanisme des élections à 2 tours. Par le biais du mécanisme des élections à 2 tours. Nous sortons d'une élection où le net a 5% de l'électorat qui s'est présenté, les suffrages exprimés. Si en 2020, le net se présente, parce que nous n'avons présenté que 13 circonscriptions. Si le net se présente avec, prenons 10%, un autre parti à 15%, un autre parti à 20%, ça réduit suffisamment les voix pour empêcher le parti UNIR d'avoir les 50% qui lui permettent d'éviter un deuxième tour. Mais au deuxième tour, les forces politiques de l'opposition ont des réserves de voix parce qu'elles vont se coaliser. Là où UNIR n'aura plus de réserves de voix. C'est ce mécanisme qui a permis à M. Macky Sall de venir au pouvoir, à M. Talon de venir au pouvoir, à beaucoup d'autres, même quand vous prenez le cas de la Guinée. Parce que le mécanisme des 2 tours permet aux formations qui n'ont peut-être pas l'hégémonie que le parti au pouvoir a, de pouvoir se coaliser au deuxième tour. Et c'est ce que nous disons. Donc, perdre son temps, son énergie à parler de non-candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020, c'est un problème, c'est une bataille perdue d'avance. Et chaque fois qu'on l'a lancée, on l'a perdue. Parce que ça ne résiste malheureusement pas à l'épreuve de la réflexion et du droit. Est-ce que cela veut dire que les 2 tours et la limitation du mandat présidentiel à 2 sont des sujets non négociables pour vous? Si éventuellement le texte proposé par la majorité aujourd'hui au pouvoir ne contenait pas ces 2 notions, quelle sera votre réaction en tant que député? Nous disons que pour nous, à notre avis, le minima, c'est le texte que la commission de loi a adopté avant malheureusement la fin de la... Si ce texte-là doit être adopté en l'état, nous le prendrons. Mais nous avions... En cas d'éventuelle modification. En cas d'éventuelle modification, il n'y aura pas de sens. De toute façon, ce texte-là a été soutenu par le parti au pouvoir. C'est lui toujours qui est au pouvoir. Ça nous étonnerait qu'il le modifie. C'est peut-être nous qui venons de rentrer, qui n'avons pas participé aux discussions de la commission de loi dans l'époque, qui peuvent faire des amendements. Mais nous disons, parce que vous savez, le 4 février 2018, nous avons fait une conférence de presse avec plus de 26 amendements de révision constitutionnelle. Nous essaierons, mais tout en sachant le poids et notre capacité à modifier les choses, nous essaierons d'en proposer. Si elles peuvent être prises
par peut-être une ouverture d'esprit du parti au pouvoir qui dispose de 59 députés à l'Assemblée, il faut tenir compte de ce rapport de force. Nous essaierons de faire des propositions. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, nous n'allons pas faire une crispation sur d'autres sujets. Le texte tel qu'il est présenté, qu'il a été présenté et adopté par la Commission de la loi, nous considérons que l'adopter serait déjà une avancée significative au registre des démocraties de notre pays. Nous ouvrirons le standard dans quelques instants, mais avant, un autre enjeu, c'est celui lié aux candidats indépendants qui ont réussi à faire leur entrée ou à se faire élire au Parlement. Quel rôle pensez-vous qu'ils auront à jouer durant cette législature? Écoutez, moi je suis politique, je suis à l'Assemblée au titre d'un parti politique de l'opposition et quand vous prenez la loi portant statut de l'opposition et même le règlement intérieur de l'Assemblée, on parle plus de parti parlementaire et opposition parlementaire. Donc c'est beaucoup plus sous cette réalité, mais il n'en reste pas moins que au niveau de beaucoup de dispositions, on dit il faut tenir compte de la configuration de l'Assemblée nationale. Je crois et j'espère que tous nos partenaires auront l'intelligence de fonctionner dans la dualité qu'impose le fonctionnement de notre démocratie, à savoir un parti au pouvoir et une opposition, et que la plupart des débats à l'Assemblée seront donc consacrés sur cette dualité-là. Parce que si vous mettez un troisième larron qui a d'abord une identité diffusée et absolument inqualifiable, parce que les indépendants, ils ont justement ça de particulier qui sont des indépendants. Je crois que ça risque de fausser le débat. Pour moi, les débats... leur voix, leur prise de position, leur vote n'influenceront pas un certain nombre de choses. Je crois que pour moi, le débat politique, uniquement le débat politique se fera entre l'opposition parlementaire et le parti au pouvoir. Maintenant, il ne faut pas non plus limiter l'action de l'Assemblée nationale uniquement au débat politique. Sur les questions sociales, sur les questions environnementales, sur les questions de gouvernance, sur les questions de bonne gouvernance, je crois que les indépendants auront un grand rôle à jouer. Et nous espérons même que nous pourrons compter sur eux pour nous appuyer. Justement, est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils appuient beaucoup plus l'opposition, beaucoup plus le parti au pouvoir, ou vous leur laissez la liberté de choisir quel camp ils veulent, quand ils veulent? Mais ils sont des élus de la nation. Je crois que sur des sujets, par exemple, comme je l'ai dit, sur des sujets sociaux, je compte beaucoup plus sur eux pour appuyer les partis de l'opposition sur les sujets sociaux. Maintenant, sur les sujets politiques, je crois qu'ils feront preuve d'une certaine neutralité, parce que là, c'est aux politiques de régler les sujets politiques. Mais en ce qui concerne les sujets sociaux, je crois que l'Assemblée nationale ne légifère pas que sur des questions politiques. Et nous pourrons peut-être espérer s'appuyer sur eux pour augmenter notre visibilité, notre capacité à faire des propositions. Vous savez, il y a des dispositions, il faut souvent avoir un cinquième des députés pour par exemple, introduire une proposition de loi. Je crois que pour le moment, l'opposition a ce un cinquième là, mais il n'en reste pas moins que ce serait peut-être intéressant de pouvoir savoir que sur certains sujets, on peut s'appuyer sur les indépendants. Ça dépendra bien entendu des alliances qu'on pourra se mettre en place une fois à l'Assemblée nationale. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, comment envisager l'animation de la vie politique en 2019 avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons de la SAMI. Bonne année à vous également. Bonjour, honorable. Bonjour. Oui, c'est très bon. En politique, il faut boxer, il faut progresser. Vous avez progressé, vous avez cherché un pas et vous avez trouvé. Ce sont des félicitations? Oui, il y a félicitations. Bien, allez-y. Il faut le féliciter, il a progressé. Allez-y. Vous parlez de quel clivage on peut avoir aujourd'hui sur la vie politique. C'est-à-dire, quelle sera l'animation de la vie politique avec ce nouveau Parlement? Ce nouveau Parlement, je pense que le Togo vient de connaître le Parlement le plus illégitime du monde. Au moment où un Parlement le plus illégitime, il y aura encore une opposition la plus forte du monde. C'est-à-dire, je vais vous faire comprendre que ce régime n'est pas en phase de la C14. C'est-à-dire, le peuple sait là où il va. Le peuple togolais sait là où il va. Et le peuple sait, il le charge, qui le gouverne.
Donc, le UNIR a aujourd'hui 77 députés à l'Assemblée. Il n'y a pas question d'indépendants là. Il n'y a aucun indépendant aujourd'hui au Parlement là-bas. Bien. Bien, monsieur Pelé, vous faites une addition entre les députés du parti au pouvoir et les candidats indépendants. Oui, bien, monsieur Tama réagira à cela dans quelques instants. Donc, le parti uni veut faire comprendre que lui seul, il peut faire les réformes que le peuple veut. Si le régime peut faire les réformes, monsieur Tama et UFC, autres là, n'ont qu'à créer leur groupe parlementaire 7-7 et travailler. C'est ça ce qui va se passer actuellement là-bas. Bien, merci. Merci, M. Pelé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, plusieurs remettent en cause la légitimité de ce nouveau Parlement, parlant notamment du taux de participation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Maglo, comment allez-vous? Ah, ça va, je vous souhaite les vœux les meilleurs. Merci. Santé et persévérance. Merci. Soyez toujours tenace. Ne nous arrachez pas les paroles lorsque nous voudrons exprimer nos idées. Bien. Alors, merci, M. Maglo. Je vous formule des vœux réciproques et surtout un vœu de tempérance. Hein? Quand vous prenez la parole, faites preuve de modération et on s'entendra bien. D'accord? Oui, donc, ceci étant dit, est-ce que vous pouvez me faire un briefing du sujet? Je viens de vous capter. En fait, on voudrait savoir, à votre avis, comment vous envisagez l'animation de la vie politique cette année avec le nouveau Parlement qui se mettra en place? C'est une question que l'homme de la rue togolais qui suit comment ça se déroule sur la terre de nos aïeux peut vous répondre les yeux fermés. Je crois que le monsieur qui est là, je voudrais parler de Jerry Tama, il est en train de bien jouer son rôle. Celui qui m'a précédé là déjà dit, c'est un parlement qui a été élu par la CEDEAO et l'UNI. Vous savez, l'exécutif s'est confondu avec le législatif, jamais vu dans le monde. Alors, il est en train de jouer le rôle qui lui est dévolu. Et ce serait vraiment une assemblée qui a l'assentiment du peuple. Je crois qu'on aura beaucoup à dire, on aura à pronostiquer. Mais il a dit... Ici, il n'y a pas de pronostic. Monsieur Maglo, c'est le jeu qu'ils vont jouer. Mais Monsieur Maglo, vous l'avez entendu notamment sur la question des réformes constitutionnelles, sa position. Ça fait partie des jeux qui vont jouer. Surtout, M. Jerry Tama le connaissait. Mais parlant de la limitation du mandat et du scrutin à deux tours. Oh là là. Tu sais, on ne va pas nous tromper au moins 2 fois dans ce pays. Les Togolais savent là où ils vont. Il faut qu'ils le sachent. Moi, j'ai voulu intervenir lorsque j'ai entendu M. Jerry Tama. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'allais même plus parler. J'ai décidé de ne plus intervenir. Parce que vous pensez que vous avez des arguments qui vont à l'encontre de ceux qu'ils défendent, n'est-ce pas? Et vous avez souhaité... Voilà, bien. Ils défendront une dictature, c'est tout. Merci. Merci, M. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Jerry Tama, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette Assemblée nationale n'est pas légitime parce qu'elle n'a pas été élue par une population par rapport au nombre d'inscrits assez non négligeable? Bon, après, maintenant, vous savez... Quand vous décidez de faire la politique, vous acceptez le principe de ne pas prendre en compte que des supputations. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un nous faisait sortir des statistiques inverses basées sur un fait réel en disant, ben non, selon les statistiques que nous avons mises en place, au lieu de 59,25%, nous avons telle autre statistique, ben oui, moi, à la limite, ça pourrait se discuter. Il y a 2 éléments qu'il faut que les gens connaissent. Dans une élection, c'est le suffrage exprimé. Et le taux de participation n'est pas un élément indicateur, mais c'est le suffrage exprimé. Vous prenez la Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, ils ont fait des élections locales.
des élections locales où le taux sur, d'abord au niveau du nombre d'inscrits, sur 24 millions, vous avez 6 millions de personnes qui sont inscrites, et sur les 6 millions, vous avez à peine 3 millions de personnes qui ont voté. Ça n'empêche pas que les maires qui ont été élus dans cette élection aujourd'hui sont des maires légaux installés légalement. Donc, l'erreur peut-être que les gens font, c'est qu'il ne faut pas confondre le taux de participation avec le suffrage exprimé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme je l'ai dit, à défaut de statistiques, parce que moi, j'écoute beaucoup de supputations, j'ai fait des élections, j'étais dans 13 listes de Lomé à Penjal. Il est évident que dans Lomé, le taux de participation n'était pas bon du tout, mais à l'intérieur du pays, malheureusement, il faut peut-être que les gens commencent à aller à l'intérieur du pays. Les gens sont sortis massivement, mais je n'ai été que dans 13 circonscriptions. Dans les 13 circonscriptions, je pense qu'en dehors du littoral, où le taux de participation est faible, mais c'est traduit dans les chiffres de la CENI, à l'intérieur du pays, les gens sont plutôt sortis voter. Mais maintenant, après, ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un député. Un député, il est élu à partir du moment où, lors d'un scrutin législatif, la Cour constitutionnelle le confirme dans son statut de député. Point. Est-ce que le taux de participation n'a pas d'importance? Mais le taux de participation aujourd'hui officiel, il est de 59%. Pour vous, il est crédible? C'est ce que je dis, que si aujourd'hui, on entend des choses où il est plutôt de 5%, mais maintenant, c'est que s'il y avait une observation parallèle qui a été mise en place et qui vous dit, sur l'ensemble des chiffres recueillis dans l'ensemble du territoire, voilà les vrais chiffres que nous avons obtenus, oui. Mais sinon, les supputations telles qu'on les balance, basées sur de l'observation subjective, sur ce que on aurait vu de ses propres yeux, vous pensez bien que, moi je suis sociologue, vous pensez bien que la somme même uniquement d'observation subjective ne fait pas réalité sociologique. Voilà le problème. Alors, au-delà de ce que maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, je l'ai dit en début d'émission, aucune assemblée nationale ne peut faire pire que celle qui vient de sortir. Aucune. Parce que 117 lois, 0 proposition de loi. Mais il y a eu des propositions qui n'ont pas abouti. Les deux qui ont été faites concernent uniquement la réforme constitutionnelle. Comme si les Togolais, quand ils se lèvent le matin, quand les Togolais disent « je ne trouve pas à manger, je ne trouve pas d'hôpitaux », quand les gens volent l'argent des routes, quand les gens volent l'argent du football, aucune proposition de loi, aucune contestation n'a été faite là où les Togolais sont atteints au plus profond d'eux-mêmes. Les seuls éléments, et ça c'est ce qui est un peu déplorable, on a l'impression que nous les politiques au Togo, c'est que il y a un groupe qui veut garder le pouvoir, c'est le Parti Unir, et d'autres personnes ne pensent uniquement qu'à prendre le pouvoir, mais pendant ce temps, quand vous n'avez pas le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il est là, il vous regarde. Et ce que nous voulons être à l'Assemblée nationale, ce n'est pas uniquement des gens qui le matin, midi, soir, disent fort dégage, mais on dit, écoutez, on a par exemple, jusqu'en 2020, avant que les élections présidentielles 2020 se présentent, occupons-nous des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, hier, j'ai entendu une chose qui m'a choqué. L'hôpital d'Afagnan a failli fermer parce que ils ont eu des difficultés pour payer des factures d'électricité. L'hôpital d'Afagnan n'est pas subventionné par l'État. Est-ce que des députés que nous sommes, nous ne pouvons pas faire un lobby, crier sur tous les toits en disant que l'État prenne en charge peut-être même les factures d'électricité de l'hôpital d'Afagnan? C'est là où moi je veux voir des députés qui agissent. Et la législature qui est passée n'a absolument rien fait pour défendre les populations togolaises et a approfondi même les inégalités dans ce pays. Vous savez, la seule loi que les députés qui viennent de sortir, la seule mesure qu'ils ont d'un commun accord adopté, c'est la multiplication par 2 de leurs émoluments, de leurs salaires. C'est tout. Et ce n'est pas normal. Et encore une fois, sur cette question, je le dis assez souvent, le député que nous avons eu en émission à ce sujet, je me rappelle, François Kampatib avait précisé que cette augmentation n'avait fait l'objet d'aucun vote ou au Parlement. Il fallait rejeter. Il fallait rejeter. Dans ce cas-là, il fallait dire, ah oui, mais écoutez, non, mais parce que après, c'est plus facile. Il fallait à l'époque dire, ben non, nous préférons, au lieu qu'on double nos émoluments, nous préférons qu'on prenne peut-être cet argent-là pour envoyer dans un hôpital quelque part. Roméo Tokinaï, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que c'est regrettable que la coalition se soit elle-même exclue du débat légitime politique, mais il ne trouve pas qu'il y ait une nouvelle configuration à l'Assemblée, car malgré l'entrée de nouveaux partis, le parti au pouvoir demeure majoritaire. Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, bien sûr. Il est évident, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, que vous soyez 14 ou que vous soyez 29, vous êtes toujours quand même minoritaire. Et par cela, la seule chose qui peut changer, c'est la façon d'aborder les sujets. Nous, on les abordera de façon moins heurtée
vrai que peut-être ça s'est passé par le passé. Sinon, vous êtes minoritaire, vous êtes minoritaire. La minorité, vous savez, souvent on parlait de majorité mécanique. Ben, cette majorité-là, qu'elle soit sur un rapport de 62-29 ou qu'elle soit sur un rapport de 77, comme le dit l'autre, à 14, c'est quasiment le même rapport. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui est majoritaire et l'opposition parlementaire qui est minoritaire. Donc sur le fond, ça ne change pas. Ça ne change pas. Un autre auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71, auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Adodo. Adodo, vous nous appelez de Limousine. Alors, à votre avis, comment sera la vie politique avec ce nouveau Parlement en 2019? Bon, d'abord, je vous fais mes meilleurs vœux, vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci, mes vœux réciproques. Merci beaucoup. Bon, par rapport à la vie politique, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui ait changé, puisque la majorité des Togolais ne considèrent pas la nouvelle législature, parce que nous considérons que c'est des gens qui ont sacrifié la vie des Togolais pour faire leur campagne à venir. Donc nous disons que l'opposition sera encore plus tendue et le peuple va encore continuer par chercher des moyens pour se faire entendre. Quelle opposition sera plus tendue? L'opposition, la vraie opposition, la C14. Bien, merci Monsieur Adodo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Monsieur Agbodji, sur la page Facebook de Nana FM, estime qu'on ne doit plus parler de politique au Togo parce qu'il estime que l'Assemblée est maintenant constituée d'un seul parti. Les autres ne sont que des branches du parti au pouvoir, estime-t-il. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est Pélé qui revient. Allez-y rapidement, nous vous écoutons, Pélé. Oh oui, bon, je voudrais demander à mon honorable, qu'est-ce qu'il voit pour la déclaration, la réaction de M. Abbas Bonfo? Parce que M. Abbas Bonfo a dit que Abbassa, c'est le RPT qu'on nomme là-bas. Donc on a nommé le RPT et puis on a qu'eux ne font pas le copinage. Pourquoi ils ont donné un siège à M. Djeritama? Comment il voit cette réaction-là? Bien, alors Pélé, oui. La dernière fois, je me rappelle que je vous avais demandé comment vous faisiez pour entrer en ligne une deuxième fois, alors que plusieurs se plaignaient de ne pas y parvenir. Donc, uniquement pour vous, on va changer les règles. Vous n'aurez plus le droit de revenir une seconde fois. Bien, passez une bonne journée. Pour la démocratie. Absolument, passez une bonne journée. C'est pour permettre à plus de personnes de s'exprimer. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, comment envisager l'animation de la vie politique en 2019 avec ce nouveau Parlement? Dernier auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Amouzoui, comment allez-vous? Oui, je vais bien, mes meilleurs vœux. Mes vœux réciproques, allez-y, nous vous écoutons de tout coin. Mes vœux pour tous les Togolais qui ont la bonne volonté pour que ce pays marche. Bon, vous demandez comment faire pour que ceux qui sont venus maintenant à l'Assemblée pour que ça marche. Ou bien? Comment est-ce que vous voyez, vous envisagez l'animation de la politique avec ce nouveau Parlement? Mais il n'y a rien. Il n'y a pas match. Parce que le RPT Uni a taillé son opposition à sa mesure. Donc, M. Djeritama même connaît là où il est passé pour arriver là-bas. Si nous prenons le cas de Bata. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire là-bas? C'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Mais aujourd'hui, le peuple est mature. Bien. Si on prend le taux de participation à ces élections, qui est de 5 ou 6%, selon vos chiffres, M. Amouzoui, ça c'est selon votre CENI, pas selon la CENI officielle. Non, M. Djeritama lui-même qui est là, c'est un militaire, s'il peut dire la vérité, la réelle. Mais vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi il y a quelques minutes. Non, il expliquait que c'est vrai qu'à Lomé le taux était bas, mais à l'intérieur. Ah non. Bien. Bien. Merci Monsieur Amouzoui d'avoir participé au débat. Et je suis sûr que ce que vous venez de dire venait de vous-même et on ne vous a pas dit de dire. Djeritama, vous avez suivi ces interventions. La remise en cause de la légitimité, elle est toujours là. Que dira ce sujet et on évolue. Vous savez, la légitimité est quelque chose de subjectif. La légalité, c'est de l'ordre de la République.
Donc maintenant, je suis dans la République, je suis un politicien, j'agis dans l'ordre de la République. Et en démocratie, il y a quand même certaines règles qui permettent d'aboutir à la légitimité et qui partent souvent du peuple. Oui, mais maintenant, le problème, vous savez, ce qui me gêne parfois, c'est que tout le monde parle du peuple. Et on se demande, il est où ce peuple-là? Vous savez, la veille du 20, il y a eu des formations politiques qui ont appelé à empêcher la tenue des élections. Vous n'avez vu aucune attitude qui a empêché la tenue des élections. Il y a des gens qui sont allés voter dans le calme. Il y a plusieurs personnes, comme je l'ai dit, hein, qui ont des chiffres fantaisistes pour estimer le taux de participation, qui se base sur rien du tout. La CENI se base sur ses propres statistiques et il n'y a pas de statistiques parallèles ni contradictoires. Je ne veux pas commenter cela parce que nous sommes en démocratie et chacun est libre de s'exprimer, mais je l'ai dit tout à l'heure, dans l'exercice de l'expression démocratique, il y a une CENI qui a été mise en place dans notre pays et c'est cette CENI-là qui donne des chiffres. Maintenant, sur le cas de Bassar, je n'ai pas forcément envie de m'étendre parce que il y a eu des élections. Vous avez vu qu'au lendemain de la proclamation des résultats par la CENI, il y a eu des voies de recours. Nous avons même assisté au fait que des recours ont abouti, puisque les résultats proclamés par la CENI sont légèrement différents des résultats. L'UFC a acquis un siège supplémentaire. Toute personne qui avait matière à recourir a été au niveau de la Cour constitutionnelle et a eu gain de cause quand il y avait bien entendu des éléments confortants. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans... Vous savez, les élections ne se font pas sur les réseaux sociaux ni sur les propos qu'on peut trouver. S'il y a des gens qui ont trouvé que le siège de Bassar n'était pas, ne revenait pas honnête, il fallait tout simplement faire le recours. S'il n'y a pas eu de recours, nous ne voulons pas nous rentrer dans un débat de spéculation tout simplement. Voilà. Sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on vous juge à la fin de ce mandat? Non, pas à la fin de ce mandat. Je souhaiterais que d'ici le mois d'avril, qu'on juge cette assemblée-là sur cette capacité de faire les réformes et d'organiser des élections locales. Pour moi, c'est tout. Si nous arrivons avant fin avril à organiser des élections locales et à faire les réformes constitutionnelles, nous aurons pu faire quelque chose que depuis près de 10 ans ou 15 ans, les différentes assemblées n'ont pas réussi à faire. Pour vous, ce ne serait pas normal que cette question des réformes traîne au-delà du mois d'avril? Non, moi je pense même que déjà après que le bureau de l'Assemblée a été mis en place, il faut rapidement évacuer la question des réformes. Ça fait plus de 10 ans qu'on traîne là, même depuis l'APG qu'on traîne là-dessus. Donc pour nous, c'est que si dans les 3 mois à venir, la nouvelle Assemblée qui a été mise en place fait les réformes, à savoir la limitation de mandat, les élections à 2 tours, et arrive à organiser des élections locales, nous aurions pu en 3 mois réaliser ce que des gens, législature passée, parti unir ou pas, genre, je mets tout le monde dans le même panier, n'auraient pas réussi à faire depuis plus de 15 ans. Et ce sera l'actif de la nouvelle Assemblée. L'autre enjeu présenté par l'opposition qui a souhaité aller à cette élection était aussi la minorité de blocage. Aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Écoutez, là aussi c'est une chose qu'on doit expliquer. Sur le texte présenté par la commission des lois, cette affaire de minorité de blocage disparaît parce que, à compter, si le texte est voté en l'état, tel qu'il a été adopté par la commission de loi, il ne faudra plus avoir les 4/5 pour pouvoir modifier la Constitution, mais il faudra passer par voie référendaire uniquement pour modifier la Constitution. Donc cette histoire de minorité de blocage disparaîtra. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est sur cette histoire de minorité de blocage qu'on a fait beaucoup de supputations. À partir du moment où le texte sera voté en disant la loi ne peut être modifiée que par voie référendaire, parce que je pense que le peuple a le droit de décider de modifier sa loi constitutionnelle, je pense que l'appel de la minorité de blocage va disparaître automatiquement et on aura bien entendu mis en place une constitution, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'il n'y en a pas qui soit parfaite, mais qui épouse beaucoup plus les méandres de notre histoire, parce qu'on s'est trop fatigué avec cette histoire de minorité de blocage depuis 92. Ce serait une bonne chose de la sauter une fois de bon et de dire que seul le peuple a la souveraineté et la capacité de modifier la Constitution, et que des gens, cette fois-ci, ne pourront plus s'enfermer un 31 décembre pour modifier la Constitution en catimini. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission et en même temps votre mot de la fin. Est-ce qu'il pourrait arriver, puisque des gens le disent ouvertement, que vous
vous vous contenterez d'appuyer des textes qui vont à l'avantage du parti au pouvoir. Il y a plusieurs réactions qui vont dans ce sens sur la page Facebook de la radio. Est-ce que sur ce point aussi, pour vous, ce sera un facteur qui permettra de juger votre capacité à être l'opposant que vous revendiquez, ou pour vous, les valeurs sont ailleurs? Vous savez, nous avons fait une campagne en présentant un projet de société. Et aujourd'hui, on parle de l'assurance maladie universelle. Qui en parle? Qui en a parlé par le passé? Aujourd'hui, nous parlons qu'il faut mettre un seuil pour le transport public. Nous disons qu'il faut trouver un moyen pour éviter que les gens ne demandent pas des propriétaires véreux, ne demandent plus de près de 24 mois d'avance sur les loyers. Donc, c'est des sujets que nous avons débattus ici. C'est des sujets que nous irons débattre à l'Assemblée. Et c'est ce que je dis, c'est que on nous verra à l'ouvrage. Il y aura pas, on ne peut pas avoir une Assemblée pire que celle qui est sortie, parce qu'elle n'a été complètement présente sur aucune question sociale. Les seuls sujets qui intéressaient l'ancienne Assemblée, c'est d'un côté comment conserver le pouvoir et d'autre comment venir au pouvoir. Pendant ce temps, nous avons 7 millions de personnes qui nous regardent, qui vivent dans une précarité insoutenable, et nous allons essayer avec les capacités, avec l'audience, avec l'audience que vous nous donnerez sans aucun doute, nous allons essayer de soulever, d'être la voix de 700 voix, et nous allons le faire durant 5 ans. Merci Jerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du NET, le nouvel engagement togolais, député élu. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Je m'appelle Antoine Afanou. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.